moi qui est dans l'église, qui amène tout ce que j'amène chaque jour. Boseni Karo naye na Karo, Boseni Silo naye na Silo. Mais quand une personne va se présenter avec un groupe électrogène de 10 KPA, c'est lui que vous allez choisir, non plus. Je crois qu'on sait que liste qu'on est en train de faire, il faut que l'ECC nous aide. Il faut que l'ECC nous mette déjà ensemble avant l'arrivée de l'élection. Sinon, on risque d'avoir encore des problèmes. Beaucoup ont des guerres blessés. Mais je crois que l'Église doit se demander pardon à ses enfants. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, peuple de Dieu, besoin partout dans le monde. Donc, ça qui est une première partie à congrès, à laïcs protestants, et c'est là qui a na Congo central, na parole c'est assez enseignement, place Moussalanzan Bakambaka, les révérends Dr Joël Kouvuna Mbongi, Oaza, président provincial. Il y a ECC, deuxième partie, toujours balancé, président Claude Mbumba Mabika, Oaza, président national Balaïk, qui a CAC, puis président provincial, il y a Balaïk, il y a ECC. Vous s'abonnez, c'est cher, Bakayamba TV, Madame Honorable Nelly, puis ako expliquer biso nini balaiki bakoki kosala na kati na lingumba. Merci beaucoup tout l'anda ba intervention ya président Claude Mbumba na honorable Nelly, restez branchés, abonnez-vous toujours massivement. Troisième partie Petoroya na premier jour Shirazala qui t'aime à récupérer déjà ba image à premier jour donc balancer pe première partie et merci beaucoup. Le président communautaire, toujours de Milagro, c'est le président Jean-Claude Bumba. Est-ce qu'on peut pas l'applaudir? Applaudissez très fort, Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole. Révérend docteur et président du l'ECC Congo central, révérend pasteur, tous, honorable sénateur, président national du MILAPRO ECC, honorable députés nationaux, messieurs le président provincial MILAPRO Congo central, chers collègues, distingués participants à vos titres et qualités, tout protocole respecté. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à ce forum de réflexion sur l'engagement sociopolitique de laïcs de l'ECC, un sujet très évocateur. En effet, malgré les potentiels que regorge notre Église et les poids démographiques de notre ministère de laïcs, l'ECC peine encore d'occuper une forte position de grande influence dans la sphère socio-politique de notre pays. Pourtant, l'histoire nous enseigne que depuis le temps, les protestants avaient un bon témoignage dans la gestion de la chose publique. Mais pourquoi cette léthargie et quel est alors le problème? Excusez-moi, chers participants, d'introduire mon propos par cette anecdote. L'histoire se déroule
dans mon territoire de Tchéla. 3 jeunes filles venant du secteur de Nzobé-Boussi se rendent à Tchéla à pied pour aller vendre les noix de palme auprès d'un colon belge. Arrivé à Tchéla, tout s'est bien passé. L'acheteur leur donnant de l'argent. À leur tour, elle s'arrête vers le village de Simini pour manger, puis reprendre le chemin de leur village. À leur grande surprise, elles vont constater que les colons s'étaient trompés en remettant à chacune les doubles de la somme de leurs produits. Elles ont décidé de rentrer à Tchéla pour remettre la somme excédente. C'est à la grande surprise de ces colons qui leur posa alors cette question. Qui êtes-vous? La réponse: nous sommes des protestantes. Notre éthique ne nous permet pas de vous voler. Ces forts témoignages marquant les cœurs de plusieurs colons pour se rendre compte que les protestants étaient vraiment des personnes crédibles, dignes de confiance et qui disent la vérité. Chez les protestants, la notion de chance et l'okopama n'existe pas. C'est plutôt le travail et le sérieux qui caractérisent notre mérite à côté de la grâce de Dieu, bien sûr. Distingués participants, cet exposé a 3 objectifs, à savoir poser les jalons d'un fondement sur la mission de Dieu pour l'humanité et la manière dont les laïcs peuvent apporter leur pierre de construction sur le plan socio-politique pour le développement de notre nation. Faire une relecture historique des protestants congolais qui ont occupé quelques postes clés du pays au niveau de la présidence de la République, présidence de l'Assemblée nationale et présidence du Sénat, pour ne citer que ceux-là. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, afin d'en tirer des leçons pour l'avenir. Et enfin, proposer des perspectives pour une participation effective de laïcs protestants par un engagement sociopolitique plus actif. L'introduction et la conclusion, notre exposé est subdivisé en 3 points, à savoir les laïcs protestants et la mission de Dieu pour l'humanité. 2. L'engagement des laïcs protestants à la gestion de la chose publique. 3. Perspective pour une participation sociopolitique effective de laïcs protestants. Étant laïque, mon exposé ne se basera pas sur les notions théologiques fondamentales, tâche que je laisse à l'appréciation des clergés théologiens, mais je m'efforcerai d'articuler ma réflexion de façon pratique. 1. Les laïcs protestants et la mission de Dieu pour l'humanité. Notre engagement sociopolitique est une réponse à l'appel
appel de Dieu pour la continuité de l'œuvre de l'humanité. En effet, dans le récit de la création, les Saintes Écritures nous renseignent que l'Éternel Dieu, après avoir créé l'homme à son image, lui confia la mission de dominer la création, de la assujettir et de se rendre maître de cette création. Ce pouvoir de Dieu confié à l'homme trouve son sens dans la mission pour l'humanité. Dominer, gérer et administrer la création sont des points forts de la mission que Dieu a confiée à l'homme. Cette mission, renchérie, Queen, Bibi, Bican, est une force, est une force transformatrice et libératrice de la société. Elle proclame avant tout la Seigneurie du Christ à tout moment et à toute situation. Le combat pour la justice et la participation à une société démocratique, libre et prospère nous apparaissent pleinement comme une dimension constitutive du message de Jésus-Christ. Concernant l'homme ou la femme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, a pour mission de parachever l'œuvre de la création. Cette responsabilité passe par notre engagement socio-politique. Au regard de notre rôle de laïcs au sein de l'Église, à côté des clergés qui, eux, sont appelés pleinement au ministère de la parole, sans pourtant les épargner de la mission prophétique à laquelle l'Église est appelée à accomplir. Et à travers eux, les laïcs restent de grands acteurs dans l'engagement sociopolitique. Ils sont appelés à la politique active dans le but de mettre en pratique sur la scène publique les vertus chrétiennes et protestantes qu'ils professent. Politique, là où nos pères spirituels ne seront pas arrivés, nous pouvons y parvenir tout en gardant notre éthique chrétienne et protestante. Et la bonne gouvernance sera possible. La mission de Dieu pour l'humanité s'inscrit dans ces projets de la paix et du bonheur que prône le prophète Jérémie. Jésus-Christ l'a aussi confirmé dans son discours proclame en ces termes. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc, chapitre 4, verset 18 au 19. Mais pousse de dire ceci. Si le pasteur a la mission de proclamer, le laïc a pour rôle d'agir sur terrain afin que l'Église réalise pleinement son rôle socio-politique. Nous sommes donc appelés à accomplir la mission de Dieu à travers notre engagement sociopolitique pour l'érection d'une société juste, responsable et prospère. Nouvelle gestion de la République. Engageons-nous, car cela aussi la mission de Dieu pour l'humanité. 2. L'engagement de laïcs protestants à la gestion de la chose publique. Cette question a toujours été au cœur des débats politiques et théologiques au sein de notre Église. Je ne saurais
élargir mon analyse faute de temps de recherche et de données recueillies, mais en examinant la participation de laïcs protestants aux 3 postes stratégiques de notre pays, il se dégage ce qui suit. A. La présidence de la République depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. En 1965, il y a eu le président de catholique. De 1905 à 1997, 97, le président de Désiré Seco. De 1997 en 2001, le président Laurent Désiré Kabila. Je le classais du côté autre religion, mais selon l'expertise du président national de Milapo, l'honorable sénateur, nous a révélé que les 2 Kabila, le père et le fils, étaient aussi protestants. Méthodistes, hein? Il sait de quoi il parle. Méthodiste, donc protestant. Voilà, ça fait chercher. Très bien. Nombre de présidents jusque-là, il y en a eu 5. Les catholiques étaient au nombre de 2. Protestants, à moins que l'honorable mais puisse me dire le contraire, jusque-là, il n'y a qu'un seul, l'actuel président. Et autres églises, autres religions, il y en a eu 2. Donc, sur les 5 présidents qui ont eu à présider la destinée de notre République, nous avons 2 présidents catholiques, un protestant et 2 pour les autres églises ou religions. Soit 20% des protestants en dessous de la moyenne. Je peux même vous rafraîchir la mémoire. Je suis content de cette réaction. Ça prouve que, en lingala, on dit l'infinité. Je disais tout à l'heure, en 2001, en 2019, le président Joseph Kabila Kabange. 2019, à ce jour, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui est protestant. Je crois que nous sommes d'accord. Il est membre de la KDC, Philadelphie et dans la KDC. 37e, hein? Très bien. À la présidence de l'Assemblée nationale. Jusque-là, nous avons eu à voir défiler 22 présidents au perchoir de l'Assemblée nationale. Catholique, 22. Protestants, vous l'avez dit, 0. Autre église, 0. Soit 0% des protestants. Là, nous sommes à l'Assemblée nationale. Si 22, combien? C'est clair. Et nous continuons. On peut vous citer les noms. On peut citer les noms des 22. Bon, si il n'y avait aucun protestant, nous préférons tourner la page. Vous connaissez les noms de Joseph Kassongo, Yvon, Kibio, Merte Mwamba, Joseph Midiboulo, Yvon Kibio, André Boboliko et Kessé Jacob. Ils sont 22. Jusqu'à Vital Kamé. Un jour, 9 présidents ont défilé à la présidence du Sénat. 7 sont catholiques. 2
sont protestants et autres églises, 0. Les protestants, de 1962 à 1965, il y a Mouta Isaac Kalonji, ma pasteur, voilà. Isaac Kalonji fut protestant en dehors de M. Isaac. En 2002, en 2007, il y a sa grâce, Pierre Marini Bono. Ok. Pour le reste, je vous ai parlé de cela. Sa grâce. Observation. Même si nous y ajoutons les postes de Premier ministre et du président de la Cour constitutionnelle, cette brève analyse non exhaustive se dégage clairement que les laïcs protestants sont presque absents au niveau de l'espace de grande décision de ce pays. Les laïcs protestants se retrouvent souvent et occasionnellement dans certains postes secondaires du pays où notre influence pèse moins. Combien de ministres protestants avons-nous? Combien de sénateurs, de députés nationaux et provinciaux? Combien de directeurs des entreprises publiques, des secrétaires généraux? Et en plus, même celles et ceux qui se disent protestants, combien s'identifient clairement avec un engagement remarquable à l'Église, comme c'est le cas avec notre président national? Je pense qu'on a appris. Je disais, le laïc protestant se retrouve souvent et occasionnellement dans certains postes secondaires du pays où notre influence pèse moins. Combien de ministres protestants avons-nous? Combien de sénateurs, de députés nationaux et provinciaux? Combien de directeurs des entreprises publiques, de secrétaires généraux? Et en plus, même celles et ceux qui se disent protestants, combien s'identifient clairement avec un engagement remarquable à l'Église, comme c'est le cas avec notre président national? Il y a là un réel défi à relever. 3. Perspective pour promouvoir l'engagement sociopolitique des laïcs au sein de l'ECC. J'aimerais être plus pragmatique à ce niveau. Il est temps que nous puissions nous réveiller afin de relever ce grand défi. Pour y parvenir, je plaide pour un laïcat fortement constitué, organisé et engagé. Nous ne pouvons pas relever ces défis si chaque communauté va en ordre dispersé. Nos diversités de communautés ne doivent pas constituer un frein à notre engagement. Au contraire, elles doivent servir de force pour faire face à tout clivage. Cela exige la participation de nous tous. Nous formons une armée de vaillants guerriers avec nos différentes forces aériennes, navales, terrestres et consorts. Mais tous, nous formons une armée. Où nos églises locales sont des forces, relevons les défis et l'unité dans la diversité d'un laïcat des discours,
et des actions. Nous devons sortir de notre mentalité de réserviste ou de neutralité. L'Église n'est pas au milieu du village, mais elle est au milieu des opprimés, des pauvres, des faibles, des personnes sans voix, pour les défendre conformément à la mission de Dieu pour l'humanité. Nous devons analyser objectivement et continuellement la situation du temps, apprécier et encourager quand les choses sont positives, dénoncer et condamner à haute voix quand ça ne va pas, et proposer des pistes de solutions conformément à notre éthique et à la lumière de l'évangile que nous professons. Enfin, je propose aussi que nos réunions ne soient pas seulement de simples rencontres pour la résolution des problèmes d'ordre financier ou social. Elles doivent plutôt devenir de vrais cercles de réflexion pour un engagement sociopolitique plus accru, que chacun de nous utilise son influence chrétienne dans son milieu de vie et de travail. C'est un bon point de départ de notre campagne électorale. C'est un bon point de départ de notre campagne électorale. Des moments des élections pour sortir du néant et commencer à distribuer les cadeaux. C'est maintenant les bons moments de la campagne. Que nos pasteurs et nos paroissiens encouragent et encadrent nos filles et fils ayant la vocation politique de s'engager activement en leur accordant l'espace d'animation sociopolitique avec nos groupes cibles. Que nos efforts ne soient pas trop éparpillés pour donner plus de chance aux autres. Soyons concentrés aux actions à poser et aux défis du moment. Constituons-nous un lobby pour faire entendre la voix des protestants et pour élaborer des bons projets de société pour notre pays. C'est possible. En guise de conclusion, les défis sont grands, mais la victoire est possible avec un minimum de compréhension, d'organisation et de volontariat. Notre engagement sociopolitique est une réponse à la mission de Dieu pour l'humanité. Cette mission concerne tout homme et tout l'homme. La grande commission de faire de toutes les nations des disciples nous lie à la mission de Dieu. Nous sommes un bras de l'Église pour la transformation et la libération de notre société. Nous sommes un laïcat prônant des valeurs marquées par l'éthique protestante qui sont 1. La sobriété pour soi-même, c'est-à-dire la maîtrise de soi, la patience et surtout le fait de donner la première place à Dieu. Comme vous le savez, la 16 ou l'ADN protestant a son fondement dans le Sainte Écriture. Engageons-nous à de nouveaux combats et Dieu sera glorifié. Je vous remercie. J'ai sorti de chez moi chaque vendredi soir et j'aimerais venir que le lundi, j'allais dans le village. Parce que ma circonscription, c'est Sorololo et Sorololo a 525 villages. Je n'avais jamais voté pour une femme. Que je devais aller sensibiliser. Mon thème était l'importance d'une femme dans le poste de prise de décision. J'ai sensibilisé presque tout son rôle. Je me suis présentée. Et là,
c'est là que les gens commençaient à venir. Je n'avais plus de parti politique parce que j'avais quitté un CD. J'étais chez moi à la maison, mais je me préparais pour les élections. Je suis sûre que tout le monde est en train déjà de comprendre l'aventure. Arrivé au moment des élections, pendant qu'on postulait, pour déposer des candidatures, je crois 3 mois après, je vis de partis politiques s'aligner à ma porte. Pourquoi? Parce que je m'étais très bien préparée. Tout le monde chez moi parlait des ennemis. Je vis de partis politiques s'aligner à ma porte. Et c'est moi qui devais choisir pour quel parti je devais aller. Beaucoup de partis venaient, mais plus c'était de regroupement. Alors, j'ai ciblé un parti qui était venu, parce que les autres c'était de regroupement. Je me posais la question de savoir, mais pourquoi tout ce regroupement? Parce qu'on est tombé dans les systèmes de CEI. Tous venaient avec les regroupements, mais un C qui s'est pointé était seul, le parti politique. C'était l'avenir du Congo, ACO, avec Patrick Bologne. Tout le parti politique qui venait vers moi, la première des choses que je demandais, je ne demandais pas l'argent, parce que je m'étais déjà préparée. Je demandais la première des choses, les statuts de votre parti. La deuxième des choses, le règlement intérieur du parti. Croyez-moi, sur plus de 7 partis, aucun parti ne m'a présenté le statut et aucun parti ne m'a présenté le règlement intérieur. Ça m'a expliqué. Parce que étant juriste, c'est là que je devais choisir le parti. C'était ça ma boussole. Malheureusement, aucun parti ne m'a présenté les statuts et aucun parti ne m'a présenté les règlements intérieurs. Quand je me suis penchée du côté de ce parti politique, je voulais quand même avoir le statut, ils m'ont donné les statuts et les règlements intérieurs, bien que c'était un jeune parti. Je posais la question de savoir, mais pourquoi vous n'êtes pas dans un regroupement? Ils étaient dans le regroupement qui est FCC, le grand regroupement, mais FCC en français avait d'autres regroupements. Ils m'ont dit que c'était par rapport au seul. Imaginez, nous sommes un parti politique. Si nous sommes dans ce regroupement, la première des choses, en tant que parti, on ne saura pas avoir 500 candidats. Or, un parti politique, surtout le président de la République, doit aligner au moins 500 candidats à la députation nationale et plus de, je ne sais pas combien de 1000 candidats à la députation provinciale. Ça comptait le reste. Et puis on aura du mal, ça c'est le 1, parce que même si on te présente notre candidat et son boulot dans un regroupement, vous allez trouver d'autres partis qui vont nous dire non, nous avons un candidat mieux à ce boulot que celle que vous nous présentez. Alors voilà pourquoi nous ne voulons pas aller dans un regroupement. Ça se demande. Deuxièmement, s'il y a contentieux, par exemple, c'est le regroupement qui doit nous donner les documents pour aller devant la justice. Mais en ce moment-là, ils vont d'abord privilégier leur propre candidat au lieu de nos propres candidats. Je vis que le parti c'était un parti jeune, mais le parti était organisé et mieux outillé, raison pour laquelle je suis allée donc à Congo. Je suis restée dans ma cour, j'ai postulé et j'étais élue députée nationale de 2018 à 2023. En 2023, je n'ai pas postulé pour des raisons personnelles. Oui, il y a une raison, dans notre introduction, nous allons vous dire ceci. Le parti politique joue un rôle central dans l'organisation de la vie démocratique. Dans une société qui aspire à la responsabilité, leur contribution ne se limite pas à la conquête du pouvoir, mais s'attend surtout à la représentation des citoyens. Nous voyons beaucoup de partis politiques. Je viens de vous
décrire mon parcours. Mais un gros parti politique ne ramasse pas les candidats. Quand on parle de la représentation, ça veut dire un parti s'était déjà préparé. Quand vous êtes dans ce parti, vous êtes comme des élèves. Un vrai parti politique commence à préparer les élections prochaines dès la rentrée. Donc c'est comme un élève à l'école, de le premier jour de la rentrée, tu commences déjà à préparer tes examens. C'est comme ça un parti politique. Parce que quand on parle de la représentation, on ne fait pas une blague. On doit présenter des gens qui doivent aller représenter toute une population. Et on ne fait pas contre n'importe qui. Parce que dans nos partis, nous attendons les échéances électorales et c'est là qu'on commence à chercher les candidats. Tokozwana lipona songololo, tokozwana lipona circonscription locale, tokozwana lipona circonscription. Quelqu'un que vous ne maîtrisez pas, quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous n'avez pas formé. Aujourd'hui, nous avons la suite, et notre suite, c'est l'immoralité, le détournement et tout ce que nous avons, parce que vous ne maîtrisez pas de personnes que vous récutez. En République démocratique du Congo, le parti politique sont des acteurs principaux de la vie publique, chargés de représenter les citoyens, d'élaborer les politiques. On ne prend pas n'importe qui dans un parti politique. Aujourd'hui, chez nous récupérons n'importe qui. Pourquoi? Parce que Viona Kabola Thompson na quartier. Viona Leraté Kakaba Thompson na Ekilo na Ezalaka Mune Batubabila Efort. Donc, soit le tiers, on va pouvoir compter. Et surtout que dans la loi, il est dit, il n'est pas seulement recommandé qu'avant de postuler, que vous soyez licencié, que vous ayez un titre scolaire. Mais si vous êtes opérateur économique, que vous avez travaillé quelque part, vous avez un document qui l'atteste pendant plus de 5 ans, vous pouvez postuler. Raison pour laquelle nous avons des gens qui postulent, mais malheureusement, quand vous parlez de l'élaboration de politique, dans un parti politique, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Cette conférence a pour objectif d'explorer le rôle que joue ces partis dans la construction d'une société responsable. Nous allons examiner également les défis auxquels ils font face et proposeront des recommandations pour renforcer leur efficacité. Contexte historique. Nous sommes dans un pays qui est la RDC, qui a une histoire riche en politique et tumultueuse aussi. Nous avons commencé d'abord à être appelés Congo-Belge. Après Congo-Belge, nous sommes passés par les alliés et aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. Nous avons eu notre indépendance en 1960, ce qui est un secret pour personne. De 1960, cette indépendance a été dirigée par Kassavou. Mais étant donné que l'indépendance était précipitée et qu'il y avait un manque d'un leadership fort, en tout cas ça moi je l'ai dit, aujourd'hui l'histoire est biaisée et nous présentons d'autres personnes à la place. Nous ne parlons même pas de la BACO, qui a été un parti phare pour l'obtention de notre indépendance. Et dans ça, nous devons remarquer qu'en 1960, nous avons obtenu l'indépendance et en 1961, Lumumba, qui était avec le président Kasavubu, a été assassiné. Ce qui montrait déjà que notre indépendance était précipitée et n'était pas préparée. C'est là que beaucoup d'événements, nous avons vécu d'autres événements, je n'étais pas là,
je ne vois pas l'histoire parce que, en lisant tout, je me vois être là. Si aujourd'hui nous ne parlons pas de Lavabo, c'est parce que pour le sein, Lavabo n'a pas été imparti à ce moment-là pour arracher l'indépendance, mais plutôt c'était juste une alliance de la Congo. Là encore, il y a une discussion. Mais je dirais aujourd'hui que dans nos partis politiques, les partis politiques peuvent aussi être les associations plutôt, peuvent aussi être membres de nos partis politiques. Je prends l'exemple de société civile qui adhèrent aussi. Il y a des membres de société civile qui adhèrent aussi dans le parti politique. Et si aujourd'hui on doit se dire que les associations ne peuvent pas adhérer dans le parti politique, c'est une erreur de notre part. Pourquoi? Parce que surtout nous, le protestant, on croyait que parler de la politique, c'était un péché. Le protestant, nous avons un seul protection. C'est qu'on proteste à tout, même à notre propre bonheur. En traçant, on doit se le dire. Déjà, on doit se le dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est notre premier congrès de Milabo. Mais il y a des gens, déjà nous-mêmes, les protestants déjà contre notre propre congrès. Donc c'est notre propre bonheur. On proteste quand même. Et c'est demain après demain que nous allons avoir raison pour savoir non. Prenons l'exemple du Congo central qui avait organisé le premier congrès de Milabo. Après 1961, on a assassiné le Mumba. En 1965, nous avons eu le gouvernement de Mobutu qui a arraché le pouvoir. Mobutu est resté au pouvoir, il a géré seul jusqu'à 1997. Il a mis en œuvre une politique de réalisation. C'est très bien à dire que l'économie devait être nationalisée. Raison pour laquelle nous avons chassé les blancs et nous sommes restés avec notre économie. Ça aussi c'était une erreur. Parce que pour les avocats qui sont là, ils savent que surtout ceux qui sont à Kinshasa, il y a des procès et des procès jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a des blancs qui réclament toujours leur bien. Par rapport à la réalisation. La chute de Mobutu a ouvert la voie à une transition démocratique. Mais cette période qui a suivi la première guerre du Congo de 1996 à 1997 a été marquée par une transition chaotique qui était la montée en puissance des rébellions armées. En 2006, c'est la RDC qui organise ses premières élections avec le président Joseph Kabila. Et là, c'est marqué par la multipartie. On a eu beaucoup de partis en ce moment-là. Mais ce qu'il y a plus dessus le gens, je crois que je le dirai après, c'était qu'on ne supportait pas de voir ce qui était en face de nous comme opposants. Nous passons par la définition de nos concepts. Nous allons définir le parti politique et définir une société responsable. Le parti politique, ce sont des organisations regroupant des individus partageant des idéaux politiques similaires dans le but de participer à la vie politique d'un pays. Si nous ne partageons pas les mêmes idées, nous ne pouvons pas se retrouver dans le même parti politique. Mais aujourd'hui, pour des intérêts que nous connaissons ou que nous maîtrisons, nous voyons quand même des gens qui ne partagent pas les mêmes idéaux, mais qui sont dans le même parti politique. Les partis politiques sont devenus aujourd'hui comme des églises. Tout le monde veut être leader, tout le monde veut que ses idées soient considérées. Mais malheureusement, on ne maîtrise même pas les enjeux politiques du pays. Si on doit parler de société responsable,
C'est une communauté où les acteurs politiques, économiques et sociaux collaborent pour garantir le bien-être, l'égalité et le respect des droits humains. Malheureusement, chez nous, quand les politiciens doivent se mettre ensemble avec les acteurs économiques, c'est pour mettre la population en danger. Je prends un exemple. Un politicien peut ravir toute une concession et le donner à un économique, à un acteur économique pour le bénéfice de la population. Mais ça sera pour le bénéfice de deux, c'est-à-dire des politiciens et l'acteur économique. Je prends l'exemple, si je dois citer des noms, de Abel Achou par exemple. Combien le marché il a obtenu par les politiciens. Et on se pose la question si ces marchés-là ont profité à la population. Nous avons tous nos réponses. L'importance de partis politiques dans la démocratie. Les partis politiques sont essentiels pour structurer les débats politiques, pour offrir le choix aux électeurs. Parce que quand nous avons beaucoup de partis politiques, nous avons le choix au moins de choisir parmi les candidats qui se présentent. Mais quand nous avons un seul parti comme l'a été avec un père, on n'avait pas le choix. On choisissait seulement les candidats qu'on nous présente. Fondamentaux de partis politiques, c'est la représentation des citoyens. Je crois que nous avons parlé tout au début de la représentation des citoyens. Le deuxième, c'est canaliser les opinions publiques. Nous voyons dans nos partis politiques aujourd'hui les débats qui se font à la télé. Et vous sentez qu'il y a des gens dont les opinions ne sont pas canalisées, mais qui passent quand même à la télé, dire n'importe quoi. Et surtout, nos jeunes, je prends l'exemple chez nous au Congo central. Les opinions ne sont plus canalisées. On a beaucoup de jeunes leaders aujourd'hui qui manquent de respect aux aînés simplement parce qu'ils veulent avoir soit un poste, soit de l'argent. Mais le parti politique nous aide à canaliser les opinions. Parce que quand vous êtes dans ce parti politique, vous ne pouvez pas aller dans le média dire n'importe quoi. Parce que dans le parti politique, vous avez ce qu'on appelle les éléments de langage. Sur un sujet donné, dans un parti politique, vous avez les communicateurs ont un parti très bien structuré, très bien organisé, vous avez les éléments de langage. Et ces éléments de langage vous permettent de rester vraiment dans votre lignée pour ne pas déborder. Parce que quand vous êtes dans un parti bien structuré, qui vous donne des éléments de langage, vous n'irez pas dire n'importe quoi aux médias. Aussi, pour mieux canaliser les opinions publiques dans le parti politique, par le biais de nos représentants qui sont des députés nationaux, des députés peuvent descendre sur place, récupérer les déshydratats de la population, les canaliser ou aussi faire des sondages par le moyen de consultation et de dialogue communautaire. Récupérer les déshydratats de la population et les amener devant le gouvernement, les reformuler et les amener devant le gouvernement. Il y a aussi l'élaboration de politiques publiques. Quand vous êtes dans la représentation, l'élaboration de politique publique est encadrée. Parce que dans cette partie, par exemple, moi qui suis à Songololo, je sais qu'il y a un problème d'eau. D'où je peux prendre un projet de loi, je peux préparer un projet pour le présenter au niveau de l'Assemblée et dire voici mon problème au niveau des Songololo. Mais ça doit nécessairement passer par mon parti politique. Parce qu'aujourd'hui, dans le parti politique, on se le dit, vous ne pouvez pas, même en tant que député, prendre la parole ou prendre une position sans pour autant le soumettre dans
l'organisation et la sensibilisation, c'est là que la responsabilité de promouvoir la participation des citoyens aux élections. Mais avant d'arriver aux élections, nous avons d'abord l'enrôlement. Nous encourageons les électeurs par rapport à l'enrôlement. Et après l'enrôlement, c'est là que c'est ce qui nous amène vers les élections. Aussi, nous avons remarqué une chose par rapport à la sensibilisation. Quand le parti politique où les candidats ne sont pas éveillés, il y a le vol des électeurs qui se font dans de circonscriptions. Il y a, je prends l'exemple, nous sommes en Matadi, mais un candidat de Songololo peut venir ici, remplir de bis, et prendre les électeurs de Matadi pour le faire enrôler, par exemple, à Mposo Chintia Songololo. Et c'est là que le parti politique doit jouer leur rôle, ainsi que les candidats. C'est pourquoi je disais, on ne ramasse pas un candidat juste avant le dépôt de candidature, mais on prépare un candidat pour les élections. Parce qu'un candidat éveillé doit savoir déjà que non. Mais ce vice que nous voyons ici, donc tu dois avoir des oreilles partout. Quand un candidat se prépare, tu dois avoir des oreilles partout. Tu sais déjà qu'ici, il y a le vice qui se passe, il y a des gens de Matadi qui se font enrôler au niveau de Songololo. Nous avons vu les électeurs de Matadi qui se sont fait enrôler au niveau de Rwanda. De bis et de bis sont allés en Rwanda et l'électorat de Matadi a diminué. Il y a ce qu'on appelle aussi le contrôle et la responsabilisation. Un parti politique joue les rôles de contrôle. Par le biais toujours de votre député, votre élu, vous avez le rôle de contrôler le gouvernement. Vous avez le rôle de veiller à la transparence et à la responsabilité des autorités gouvernementales. Mais c'est à travers l'opposition que les partis politiques peuvent dénoncer les abus de pouvoir et exiger des comptes. Nous avons aussi la promotion et la démocratie de droits humains. L'un des rôles cruciaux des partis politiques est de défendre les droits fondamentaux et de promouvoir les libertés de individus. Cela inclut la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Notre deuxième point, c'est le parti politique et la société responsable. C'est là que le parti politique s'engage souvent dans les initiatives visant à promouvoir le développement durable et la justice sociale. Ils peuvent jouer un rôle clé dans la sensibilisation aux enjeux environnementaux et sociaux. Je crois qu'on nous a parlé de ça le matin. Mais il y a aussi la sélection et la formation des dirigeants dans un parti politique. Dans le parti politique, c'est là que nous avons cette base de nos dirigeants. Nous avons vu le parti qui ont 15 ans, 10 ans, 20 ans d'existence. Mais quand ils vous présentent des candidats, vous sentez que dans la tête des candidats, il n'y a absolument rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mieux sélectionné le candidat. Et je crois que ça, j'en ai déjà parlé. Nous venons au défi auquel font face nos partis politiques aujourd'hui. Les partis politiques en RDC sont confrontés à de nombreux défis, notamment l'instabilité politique et la corruption. La République démocratique du Congo, notre pays, la RDC, est caractérisée par une histoire politique, que je dis, marquée par l'instabilité et la corruption. La corruption est omniprésente aujourd'hui, je crois que ce n'est pas un secret, qui ont profondément influencé le fonctionnement des partis, dont
notre pays. Il y a la diminution de crédibilité de nos partis politiques. Quand vous avez déjà dans un parti l'instabilité politique, qui a souvent conduit à une dégradation de la confiance envers les partis politiques, il y a aussi ce que nous appelons les changements de mentalité dans la tête de nos dirigeants dans nos partis politiques. Nous avons érosion de valeurs démocratiques. Dans un contexte d'instabilité où l'alternance de pouvoir sont marquées dans une violence de la coercition, le parti politique peut se transformer en machine à gagner des élections plutôt qu'en acteur de la démocratie. Nous avons la corruption comme mode de fonctionnement au sein de nos partis politiques. Pourquoi nous avons parlé de la corruption comme mode de fonctionnement au sein de nos partis politiques? Parce que là, nous avons déjà de chefs de parti que nous appelons souvent les présidents de nos partis. Ce sont eux qui financent nos partis politiques. Et quand le président finance déjà le parti politique, vous verrez que là-dedans, il est difficile de passer aux élections pour savoir qui on peut élire comme étant président du parti. On est obligé de maintenir dans un parti que celui qui finance le parti. On est obligé, en tout cas ça je l'aurais dit, de maintenir dans un parti qu'un président qui finance le parti. Parce que moi je finance le parti, je ne mérite pas que demain vous choisissez quelqu'un d'autre à ma place. Et c'est comme ça que quand on se présente devant le gouvernement, quand on nous demande de montrer des listes de gens qu'on doit choisir ou de gens qu'on doit nommer, ce sont ces listes-là de donneurs, de bailleurs de fonds de nos partis qu'on envoie en premier. Voilà pourquoi nous parlons de la corruption dans nos partis politiques. Il y a la répression de l'opposition. Dans un climat d'instabilité, les partis d'opposition sont souvent la cible de répression et de violence. Les gouvernements en place craignent pour la survie et tendent à éliminer toute forme de concurrence politique par les moyens illégaux ou illégaux. Nous assistons à des arrestations, à des menaces, à des intimidations dans nos partis politiques. Il y a aussi ce que nous appelons l'affaiblissement de l'engagement citoyen. L'instabilité et la corruption zappent également la volonté des citoyens de s'engager politiquement. Aujourd'hui, nous avons vu par exemple le parti PPRD avec tel représentant. Demain, après-demain, c'est le même parti qui revient, mais avec d'autres personnes. Ça affaiblit parce que nous savons comment l'instabilité de parti et la corruption zappent quand même la volonté de nos citoyens. Il y a aussi les ressources publiques qui sont détournées, toujours dans nos partis. On peut avoir de l'argent dans un parti politique, mais par manque de transparence, l'argent des partis politiques sont détournés. Il y a aussi ce qu'on appelle manque de démocratie interne. Je venais de le dire ici, la main qui donne, c'est la main qui commande. Un président du parti reste celui qui finance son parti. C'est le cas en tout cas ici dans notre pays. Mais dans ce genre de parti, il n'y a pas de démocratie possible. Parce que le président va imposer sa volonté. Bien que vous allez essayer de décider dans vos partis, mais c'est le président qui impose sa volonté, c'est lui qui donne son argent. Il y a la dissuasion de participation et la dissuasion de participation électorale.
Le manque de confiance dans le système politique et le parti dissuade les citoyens de voter. Nous voyons un parti politique qui peut être en place, qui peut gagner les élections, qui va travailler pendant au moins 5 ans, mais dès le moment de vote, les autres opposants vont inciter à ce que, par rapport au manque de non-tenue de leurs promesses, en tout cas, on va dissuader la population pour ne pas voter. Le problème des financements, je crois que j'en ai parlé. Il y a aussi les enjeux d'une société responsable. Là, on va parler de l'éthique et la transparence. L'importance de la transparence dans un parti politique. On aimerait que dans un parti politique, on construise la confiance entre les individus et les partis doivent divulguer les finances, leurs décisions internes et leurs programmes pour être crédibles aux yeux des citoyens. Beaucoup de partis, l'argent ne vient que par exemple pour le dépôt des candidatures. Vous savez que vous avez besoin de temps. Vous ne savez même pas d'où vient l'argent, mais le président ou le bailleur ou les gens qui viennent vous donner de l'argent vous donnent de l'argent et vous allez déposer votre candidature. Donc un problème ou un projet se présente, c'est là qu'il y a l'argent. Mais beaucoup de partis politiques n'ont pas de compte bancaire. Vous ne savez pas d'où vient cet argent et c'est là que nous parlons de transparence dans nos partis politiques. Il y a aussi la responsabilité envers les électeurs. Dans nos partis, quand nous élisons nos députés, nos représentants, c'est là que nous devons insister sur la redevabilité. Les partis ont la responsabilité de rendre des comptes à leurs électeurs. Quand nous parlons de partis qui doivent rendre des comptes à leurs électeurs, c'est par le biais de leurs élus. Cela consiste à respecter les promesses faites lors de campagnes électorales et informer la population sur le résultat tangible de leur travail.